Beaucoup de choses, je sais, ce soir. Je suis là grâce à deux amis, Philippe Véran, qui est là, et Gilbert Dufaux. Je n'ai pas l'habitude de pratiquer ce genre de présentation, mais là, par amitié, je le fais ce soir. Je suis très heureux de me retrouver avec vous et de découvrir un monde que je connais, comme je vous l'ai dit, assez mal. Donc, table ronde, débat, et puis réflexion collective, j'aime bien ça. Réflexion collective, vous allez pouvoir, vous aussi, apporter votre réflexion, apporter vos remarques. Vous allez pouvoir poser des questions à tous nos intervenants, que je vais vous présenter dans quelques instants. Et n'hésitez pas à poser des questions les plus dérangeantes possibles. Je compte sur vous. Je vois déjà, madame, vous avez déjà préparé 2-3 questions. Je ne m'inquiète pas pour ça. Il va y en avoir, j'en suis absolument certain. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez envie de poser ce soir. Nous allons évidemment parler de votre métier. Et moi, je vais me mettre dans la peau du patient aussi, parfois, ce soir, celui qui va chez le dentiste et qui s'interroge beaucoup sur à la fois la qualité du soin, mais en même temps les remboursements, mais en même temps etc. Donc, comment préserver la qualité des soins dentaires dans notre pays? Est-ce qu'il y a danger? Est-ce que où est le danger? Est-ce qu'il faut prévenir un peu, peut-être, une forme de détérioration des soins? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais nous allons poser des questions. Puis, nous allons avoir deux idées directrices pour ce débat, cette table ronde. Un, évidemment, avec deux changements majeurs. Un, évidemment, ce qui va se passer à partir du mois de janvier. J'en ai beaucoup parlé déjà à travers des syndicats médicaux que j'ai reçus à la radio ou à la télévision. Évidemment, les complémentaires santé obligatoires pour toutes les entreprises à partir du 1er janvier 2016. 4 millions de salariés vont tout à coup bénéficier d'une complémentaire santé, ce qui va changer pas mal de choses. Et puis aussi, deuxième idée directrice de ce débat, la formidable révolution numérique qui bouleverse votre métier, qui bouleverse les soins, qui bouleverse la dentisterie traditionnelle. Et là, nous avons des spécialistes qui vont pouvoir nous parler de cela. Je vais présenter tous nos intervenants, en commençant par le docteur Emmanuel Sharps. Pardon, oui, ça, je commence bien. Je commence bien. Une chance sur deux. Une chance sur deux. Alors, docteur Sharps, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice nationale dentaire d'Harmonie Services Mutualistes, c'est ça? Présentation rapide d'Harmonie Services Mutualistes, s'il vous plaît. Alors, Harmonie Services Mutualistes, c'est l'ensemble de l'offre dentaire du groupe Harmonie. Donc, ce n'est pas le côté assurantiel, mais c'est le côté offre de soins. Donc, je m'occupe de 80 centres qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Nathalie Bellet, bonsoir, qui est avocate, qui est donc juriste, experte juridique en matière de santé électronique, entre autres. Entre autres. Bon. Le professeur François Duret, professeur, alors j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent le professeur Duret. Bonsoir, professeur. Je rappelle, présentez-vous. Je pense que j'ai introduit... L'inventeur de la CFAO, ne soyez pas timide, ne soyez pas modeste. Vous êtes un peu modeste, professeur. C'est une passion de 45 ans. J'ai cru au numérique pour mon métier, à la fois pour les diagnostics et la fabrication des prothèses. Et puis aujourd'hui, c'est le rêve qui se réalise. C'est-à-dire dans tous les couloirs de l'ADF, je vois le rêve s'épanouir. Oui. Alors, vous avez été chef de service aux États-Unis, chef de service au Japon, oui, et en France. Malheureusement, j'en ai rêvé. Voilà un homme qui a cherché, qui a trouvé, qui a innové, qui n'a jamais, enfin si, parce que vous êtes reconnu, évidemment, en France et partout dans le monde, mais tout de même. J'ai perdu mon poste d'assistant à cause de la séjour dentaire, mais je ne le regrette pas aujourd'hui. Autre invité, Dr Patrick Sauveral, je tourne vers vous. Vous êtes docteur en chirurgie dentaire et président de la Fédération des syndicats dentaires libéraux, c'est cela? Voilà, c'est ça. Vous représentez la dentisterie, vous êtes dentiste, mais en même temps, vous êtes syndicaliste. Tout à fait. Bon,
nous allons voir quelle est votre position, ça va être très intéressant. Autre syndicaliste, docteur Frédéric Haïm, bonsoir, président du syndicat des dentistes, chirurgiens dentistes de Paris, départemental. Voilà, départemental. Donc vous êtes rivaux, si j'ai bien compris. Oui. Je sais qu'il y a des élections prochaines, non? Dans 10 jours. Bon, nous verrons ce que ça donne. Michel Bastide. Michel Bastide, Ici, nous sommes, oui, nous le sommes, et on leur donne donc. Bon, ça va. On aime ça. Bon, très bien. Non, mais soyons décontractés, là, tout ça. Non, mais... Je ne poserai aucune question dérangeante, ne vous inquiétez pas. Soyons décontractés. Je le disais, on va commencer avec ce changement à partir du 1er janvier prochain. Changement important. Changement important pour qui? Là je m'interroge. Changement important pour qui? Pour le dentiste? Changement important pour le patient? Changement important pour les complémentaires santé? Changement important pour la sécurité sociale? Qui veut commencer? Qu'est-ce que ça va changer? Ce qui va se passer le 1er janvier? Tiens. Ben non, parce que vous êtes... Je sais que les médecins sont très engagés. Est-ce que vous, les dentistes, vous êtes très engagés? On a vu qu'une loi santé va être sûrement votée dans les semaines qui viennent. Et nous, vous êtes en colère d'ailleurs, parce qu'elle est votée alors qu'il y a l'état d'urgence et que finalement on ne peut pas manifester. Mais en revanche, le travail parlementaire se poursuit. Écoutez, on était monté à Paris justement ce vendredi 13 pour faire des opérations escargots et bouquets périphériques. Je suis désolé pour tous les Parisiens. Et on s'est retrouvé donc avec de terribles attentats qui ont donc remis en question cette mobilisation. Donc les professionnels de santé, les médecins, les dentistes et tous les professionnels de santé ont décidé bien évidemment de stopper leur mouvement et de remettre donc à plus tard cette contestation. Et on s'aperçoit que la ministre, sous prétexte d'un état d'urgence qui risque de durer 3 mois, qui interdit toute manifestation, va passer une loi en catimini sur laquelle aucun professionnel de santé ne pourra discuter ou contester sa légitimité. Bien. Mais là, ce qui va se passer à partir du 1er janvier, je voudrais savoir quel est, et c'est pas tellement vers vous que je vais me tourner, mais dans ma voisine, quel est l'impact sur la prise en charge des soins dentaires, franchement? Quel va être l'impact? Alors, ce qui est sûr, c'est que ça va être un gros bouleversement pour les mutuelles. Oui. C'est certain, puisque aujourd'hui les mutuelles ont plus de contrats individuels que de contrats collectifs, et demain ça va s'inverser complètement. Or il faut savoir que les mutuelles, en général, le contrat collectif est beaucoup moins intéressant pour les mutuelles que le contrat individuel. Je ne vais pas pleurer sur votre sort, non. Je ne prendrai pas de pleurer sur mon sort. Non, ça c'est certain. Mais voilà. moi je vais vous poser une question très directe. Je ne sais pas qui va pouvoir répondre à cette question, mais est-ce que les dentistes, globalement, vont être dépendants des complémentaires santé? Que ce soit les assureurs privés ou les mutuelles. Je vous pose la question. Alors, ça, je pense que c'est deux choses différentes. C'est pas le fait que la complémentaire soit au 1er janvier obligatoire pour tous qui va changer ça. C'est deux problématiques différentes. Parce que vous allez avoir 4 millions de personnes en plus qui vont bénéficier. Oui, voilà, donc qui vont être mieux couverts. Donc pour le patient, santé, normalement, c'est mieux aussi d'avoir des patients qui soient bien couverts. Oui. Bon, bah, écoutez, tout le monde est d'accord? Non? Bah oui. Non, je vois. Oui. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Oui, effectivement, il n'y a pas un changement fondamental qui va intervenir, puisque de toute manière, ces mutuelles collectives obligatoires seront pour la plupart des mutuelles de base. Et que de toute manière, pour ce qui est de la problématique des soins dentaires, où nous n'avons pas, comme dans le reste de la médecine, uniquement le ticket modérateur qui est égal à 30% d'une consultation, mais des restes à charge plus importants sur une partie de notre activité, ces mutuelles de base ne changeront pas grand-chose. Et ce sera toujours géré par des surcomplémentaires. Oui, enfin, est-ce que le rapport entre le dentiste et la mutuelle ou l'assurance va changer? Le rapport entre le chirurgien dentiste et la mutuelle est amené à changer, car malheureusement, pendant les 30-40 dernières années,
l'assurance maladie obligatoire, c'est-à-dire la sécurité, pour parler comme tout le monde, s'est désengagé progressivement. Rembourse de moins en moins. Rembourse de moins en moins. Il faut savoir qu'il y a 30 ans, la part du dentaire dans les dépenses d'assurance maladie était supérieure à 6%. Elle est maintenant à peu près égale à 2,5%. Du coup, ce désengagement de la Sécu a été concomitant d'un engagement des complémentaires qui maintenant se retrouve être le payeur principal pour l'ensemble de nos soins. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le payeur principal... Que le poids est grandissant. Il a plus de pouvoir que celui qui ne paye pas. Bien sûr. Et qu'il va falloir d'une manière ou d'une autre discuter avec ce financeur principal des soins dentaires, évidemment, pour qu'on puisse offrir à la population le meilleur soin dont elle a besoin. Patrick Solera. Je pense qu'il faut recentrer le débat sur le patient en premier. Et c'est vrai que ce rapport de confiance qu'on peut avoir avec un patient, qu'on appelle le colloque singulier, ce que les médecins appellent le colloque singulier, va être bien évidemment détruit par une intervention d'une tierce personne, qui sont des financiers, puisque bon, des assureurs, des mutualistes. Et donc, actuellement, on intervient dans une relation entre un praticien et son patient, on détruit cette relation de confiance. Alors, c'est une destruction qui se fait par des moyens type détournement de patients, où il y a des plateformes de réseau de soins, puisqu'une loi qui s'appelle la loi Leroux a été votée en 2014, permet aux mutuelles de proposer des remboursements différenciés, c'est-à-dire des remboursements supérieurs, dans le réseau qu'ils ont constitué avec les partenaires de ce réseau. Et c'est ce qui va donc détruire, je pense, déjà cette relation de confiance. Et notre syndicat est attaché à ces valeurs que sont, hélas, qui ont bientôt disparaître, le Code de la santé publique, qui sont le libre choix du patient, la liberté thérapeutique du praticien, le secret médical et le paiement direct, parce qu'on parle de tiers payant généralisé, mais dans le Code de la santé publique, le socle de ce code, c'est le paiement direct avec tact et mesure. Et donc c'est ça qui crée cette relation de confiance et qui protège le patient, parce que le Code de santé publique est là pour protéger le patient, avant tout. Oui, non, vous mettez le patient en avant, mais l'inquiétude c'est pour vous. Non, mais je comprends bien que vous soyez inquiet pour vos patients, mais vous êtes aussi inquiet pour votre métier. Disons franchement les choses, Patrick. Mais non, si demain une mutuelle m'impose de poser une marque d'implant et de travailler avec un laboratoire de prothèses... Est-ce qu'une mutuelle va imposer? Il n'est pas question qu'une mutuelle impose ce genre de choses. Ça n'est pas... C'est déjà fait, c'est déjà fait. On a des réseaux de soins qui imposent une marque de laboratoire. D'accord, on a des réseaux de soins, mais tous les réseaux de soins ne sont pas identiques. Je ne mets pas de voilà. panier. On est d'accord. Mais il y a déjà un réseau de soins, pour ne pas le nommer Santé Claire, qui impose une marque d'implant, Dentorum, et un laboratoire bordelais, Socalab. Et ce réseau de soins, bon, empêche un praticien de choisir avec qui il va travailler et quel type de matériaux, des matériaux qui souvent sont low cost, avec lesquels on va pouvoir soigner nos patients. Mais M. Solera, les réseaux de santé n'existent que parce que les praticiens signent avec les réseaux de santé. Tout à fait, et je vais vous dire, ces praticiens-là, quand ils bénéficient de publicité de la part de ces réseaux de soins qui sont... Mais il ne tient qu'à eux de ne pas signer nous avec ce type de réseau. Nous demandons à des avocats de défendre nos adhérents. Voilà la position de notre syndicat, nous sommes les seuls à le faire, attaquer les praticiens directement. Alors c'est pas très confraternel, on me dit, mais comment réagir face à un praticien en face de chez vous qui vous détourne systématiquement tous vos patients pour des travaux rémunérateurs. Les soins qui sont peu rémunérés, on vous les laisse. Ça va libérer. Donc cette limitation, pardon, me semble un peu générale, parce que par principe, un réseau n'a pas dans ses règles des mécanismes qui permettent de détourner de la patientèle, et les règles déontologiques qui sont les vôtres et qui sont fondamentales ne sont pas incompatibles avec le fonctionnement d'un réseau et avec un conventionnement. On peut parfaitement les intégrer. Toutes les règles que vous avez citées tout à l'heure, le secret professionnel, la protection des données à caractère personnel des patients, le libre choix du praticien, le libre choix de la stratégie thérapeutique, sont des principes qui, par nature, ne sont pas incompatibles avec du conventionnement. Après, vous dites, c'est pas mon cas, mais que certains réseaux ne respectent pas ces règles. Les règles sont opposables à tous. On cible un seul réseau. Ces règles sont opposables à tous, et en effet, si certains réseaux ne les respectent pas, vous avez des moyens de faire réguler cela. On ne voudrait pas que tous les réseaux... mais parce que c'est pas général, c'est important de ne pas le présenter comme ça, les réseaux, parce que ça peut être aussi une solution d'accès à certains équipements, à certains soins, et le travail est fait. Mais là, je voudrais savoir ce qu'en pense à la fois Philippe Véran et Michel Bastide. Qu'est-ce que vous en pensez? Philippe Véran, on va donner la parole d'abord à Michel Bastide. Oui,
nous, les prothésistes, on n'est pas vraiment concernés aujourd'hui. C'est pour l'instant une problématique des cabinets dentaires. Donc je pense que nous, on n'a pas vraiment, pour l'instant, encore été ni contactés par les réseaux. Donc on n'a pas trop de... Voilà. On est dans la perspective d'écouter et de comprendre. Moi, je veux simplement intervenir sur le fait que notre petite société française, qui s'est créée il y a 28 ans en même temps que Nobel et que Stroman, nous, on nous a fermé les facs pendant des années. Et si aujourd'hui nous avons des opportunités pour pouvoir vendre nos produits et pour prouver la qualité de nos produits, nous le ferons. Et ça, je veux quand même qu'on fasse une différence chez les praticiens entre les intérêts économiques des uns et ce qui pourrait être aussi les intérêts économiques des autres. Donc moi, chez moi, j'ai 350 salariés et je veux quand même expliquer que si demain, effectivement, la dentisterie française doit passer aussi par des réseaux, il faudra que notre groupe, comme les autres, soit dans les discussions. Parce que si nous nous mettons tout de suite hors de discussion, nous ne serons pas dans le schéma. Je veux préciser que tous les réseaux de soins à l'étranger, ou toutes les grandes marques que nos facs revendiquent aujourd'hui comme étant des marques premium major, et ma marque que l'on traite comme une marque qui n'est pas premium et major, alors qu'en fait je vends au bon prix à tout le monde et à beaucoup d'entre vous qui sont là ici présents ce soir, et depuis 28 ans, ben, ces marques-là, elles vendent à des prix qui sont très largement inférieurs à ce que certains peuvent acheter leur implant Nobel et Stroman aujourd'hui, et là, personne ne gagne. Et donc nous nous battrons. Et nous imposerons la qualité de nos produits qu'à n'importe quel praticien aujourd'hui, parce que chez moi, c'est quelque chose que j'impose, les praticiens quels qu'ils soient, tout le monde a le droit d'acheter nos produits. Alors, est-ce que tout cela va améliorer Oui. Actuellement, pour ne pas le citer, Santé Claire propose donc un implant à 74 € pièce TTC aux praticiens. Est-ce que vous êtes capable, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, de vous aligner sur ces tarifs-là? C'est ça la question. La problématique, après, ce sont des problématiques économiques. Ok, très simplement, on va appeler un chat. Et si effectivement on s'engage sur des contrats, alors 74 €, le prix est très bas, donc je vous le conçois. Je ne pense pas que malheureusement on puisse faire ça. Si vous avez le marché, mais simplement, non, mais c'est là, de qualité. Je pense que la qualité, puisque Nobel ou toutes les marques citées, biotech sont des rapports de qualité, il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense que la qualité a un coût en France sur les soins dentaires, et je ne pense pas qu'à partir en dessous d'un seuil d'honoraire d'un implant, on ne peut pas avoir un implant de qualité, ce n'est pas possible. J'ai sorti, on le présente cette année, et donc c'est le concepteur et le professeur Bernard, donc il est assis dans cette salle, donc il nous a aidé à concevoir ce produit. On a sorti un produit donc, qui sort, qui s'appelle le Wigo, et qu'on a imaginé avec nos chaînes de production, le même niveau de qualité, exactement les mêmes choses, mais avec effectivement des contraintes, avec certainement des gammes, des possibilités pour les praticiens qui sont différentes, mais on essaie de porter l'excellence française au meilleur prix et on sacrifie nos marges. On essaie d'être très innovant, on essaie d'être très créatif. Et c'est ce que mon bureau d'études fait toute la journée. Il cherche pour créer des solutions qui vont permettre aux praticiens et aux patients d'avoir accès effectivement à un soin d'extrême qualité mais au bon prix. Docteur Aïe. Oui. Oui. Alors, je voudrais revenir juste, parce qu'on a évoqué la loi Leroux, qui a effectivement n'a pas créé, il faut être précis quand on parle de ces choses-là, la possibilité d'avoir des réseaux avec des honoraires différenciés, des remboursements différenciés. La loi Leroux a rétabli la parité entre le code des assurances qui le permettait pour les assureurs et le code de la mutualité qui ne le permettait pas pour les mutuelles. Ce qui fait que on nous attribue de temps en temps la paternité d'avoir importé les réseaux en France en ayant signé un protocole avec une grande mutuelle qui s'appelait la MGN, mais ce n'est pas tout à fait exact. Les réseaux pouvaient exister avec des remboursements différenciés, simplement ils étaient mis en place par des assureurs qui en avaient parfaitement le droit. Malheureusement, la loi Leroux n'a pas fait que rétablir cette parité. Elle a donné une existence légale à des structures qui ne sont ni des assureurs,
ni des instituts de prévoyance, ni des mutuelles, qui sont des intermédiaires et qui tirent leurs bénéfices de prétendus conseils de santé à partir des devis qui leur sont remis. Et là, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec mon confrère Patrick Solera, il y a un problème, parce que ces réseaux dépassent ce qui leur est permis par la loi et ne respectent pas les règles de la libre concurrence. Et là, il y a un problème. Nous sommes à des degrés divers, nous comme plaignants et vous comme défenseurs, en procès avec cette plateforme que vous avez citée. Oui, mais la concurrence va profiter à qui? La concurrence, les mutuelles, déjà la concurrence est rude entre les mutuelles et les assurances privées. Elle est rude, cette concurrence. Est-ce que cette concurrence qui va devenir de plus en plus rude avec les changements législatifs, est-ce que cette concurrence va bénéficier aux patients et aux dentistes? Oui ou non? C'est difficile de répondre par un oui ou par un non. Alors je pense que l'approche des assureurs est quand même différente de celle des mutuelles. Il y a un côté chez les assureurs, c'est purement financier et économique en général. Sur le côté mutuel, on est plus sur un accompagnement. Alors, il y a un côté financier, soit, mais la preuve en est que souvent les mutuelles sont elles-mêmes offreurs de soins. Donc ont ce côté-là qui leur permet de voir la santé différemment d'un assureur. Oui, sauf que les assureurs à l'étranger proposent des soins. J'en parlais tout à l'heure avec Philippe Véran. Vous allez vous faire soigner à Barcelone, par exemple, avec un grand assureur. Non? Oui, c'est vrai. Qui vous envoie à Barcelone, qui vous assure des soins de qualité à des prix. Oui, un assureur, oui. Pas une mutuelle. Ne dites pas quand même que la concurrence entre... Et que vous n'êtes pas là, les mutuelles. Oui, enfin, vous n'êtes pas sur le même terrain. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, Nathalie Bellé. Ça s'est rendu possible par une directive européenne sur la libre circulation des patients et sur le fait qu'aujourd'hui, on environne au plan européen. Donc, c'est un peu ce que dit Philippe Fleur, on veut jouer avec tout ça. Exactement. Donc, à un moment donné, il y a à considérer les règles. Si elles sont violées, sans doute essayer de les faire réguler. Il ne s'agit pas ici de dire que tout est parfait. Mais la réalité, c'est qu'il y a la libre circulation des patients en Europe et qu'il y a des chirurgiens dentistes en Espagne et qu'il y a des fournisseurs de soins en Espagne et qu'un assureur aujourd'hui peut adresser tout ce marché-là. Le cadre légal le lui permet. Donc, oui. Qu'est-ce qu'on fait? On fait avec ou on reste dehors? La concurrence, ça peut être loyale si nous étions soumis tous aux mêmes règles. Or, le praticien, lui, est soumis au code de déontologie qui l'empêche de faire de la publicité. Donc, quand on se retrouve avec des centres dentaires qui ont des panneaux d'affichage de 4 mètres sur 3 qui vous envoient à la frontière espagnole, avec des assureurs, pas des mutuelles, mais des assureurs qui détournent vos patients vers des partenaires de réseau, et que vous regardez ça avec une interdiction de faire un site internet avec la moindre bannière, on va dire, qui attire l'œil du chaland. Donc on n'est pas au code du commerce, ni au code de la mutualité, ni au code des assurances. Nous sommes au code de santé publique, et nous sommes condamnés lourdement à des peines d'interdiction d'exercer si nous violons le moindre article du code de déontologie. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes... on va dire, c'est pas les mêmes... Je sens que ma voisine de gauche n'est pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est une vision quand même très caricaturale. Donc effectivement, comme partout, il y a des gens qui ne respectent pas les règles, mais vous savez comme moi, on est confrères, il y a des confrères qui ne sont pas irréprochables non plus, il ne faut pas aller sur ce terrain-là, ça n'a pas de sens. Après qu'il y en ait effectivement... Bien, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous allons poursuivre calmement, tranquillement. Je comprends que vous protestiez parfois. Oui, oui, Philippe, qu'est-ce qu'il y a? Ça s'anime, c'est bien, c'est bien. On met un peu d'ambiance. On a bien évidemment invité l'État à être présent à cette soirée, mais bien évidemment, comme c'est organisé par un établissement privé, bien sûr, l'État ne peut pas être là. Oui. Et simplement, moi, ce que je réponds toujours à mes amis chirurgiens dentistes sur les problématiques de création des centres, c'est qu'à un moment donné, il y a une ARS et il y a quand même un organisme qui est un peu étatique et qui dit oui, vous pouvez ouvrir. Donc, quelque part, il y a une responsabilité quand même
de ces mêmes personnes qui t'entendent créer la sanction et t'entendent l'enlèvent ou font les lois ou les défauts, mais au final qui veut créer cette espèce de brouillard dans lequel nous sommes aujourd'hui, hein, et que je comprends. Si on doit parler de la régulation de l'implantation de centres dentaires, je parle bien de centres dentaires. C'est de low cost, hein. On ne parle pas des centres dentaires mutualistes. Non, mais évidemment. Si on doit parler de la régulation de l'implantation pour les ARS, je suis bien passé pour le savoir, puisque nous faisons remonter des dossiers toutes les semaines en leur expliquant qu'en France, il y a des zones sous-dotées en praticiens et des zones surdotées. Expliquez-moi comment 97% de ces centres dentaires low cost s'installent dans des villes comme Toulouse, Bordeaux, Lyon, Paris. Et on ne les retrouve pas dans la Creuse ou dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc ces centres dentaires à vocation de santé publique devraient être principalement régulés par l'ARS dans des zones sous-dotées, ce qui n'est pas le cas. Il y en a 1,6%. Mais pourquoi? Centre dentaire low cost, hein, qui n'a rien à voir avec les centres dentaires mutualistes de la MTT. Mais à ce moment-là, pourquoi les autoriser à ouvrir? C'est ça Parce que l'ARS n'a pas un pouvoir législatif. À partir du moment où le centre remplit le cahier des charges, qui est un cahier des charges en plus assez amusant, puisqu'il y a marqué que les centres dentaires s'engagent à faire de la prévention et remplir leur rôle de santé publique. Quand on sait que ces centres sont axés sur des actes uniquement rémunérateurs, comme les prothèses dentaires et l'implantologie, c'est assez drôle de les imaginer faire de la prévention dans les écoles publiques. Bien, moi c'est catégorique. Oui, docteur Alain. Désolé, je vous envoie le micro, j'ai pas eu le droit à la cravate. Là, on vient d'aborder un sujet qui est quand même important, qui est le tourisme dentaire. Je crois que là, vous, journalistes, vous, médias, vous avez quand même un rôle à jouer. Pour expliquer à la population, c'est pas encore un raz-de-marée, mais enfin quand même, 25 000 candidats en 2014. Les soins conservateurs, c'est-à-dire les soins courants, sont plus chers dans tous les pays européens qu'en France. C'est-à-dire que ces gens sont dirigés là-bas uniquement pour faire un certain type de soins, qui sont les soins prothétiques. Il faudra revenir sur l'historique de cette chose-là pour que votre compréhension soit complète, mais revenons pas. Le voyage pour aller effectuer une ou deux couronnes n'a aucun sens. Par contre, des gens qui ont besoin de beaucoup de travaux, et des travaux importants, sont des gens qui ont une situation dentaire à risque. C'est-à-dire qu'ils ont soit un risque carieux important, soit un risque parodontal, les tissus qui tiennent les dents, qui est important. Et cette population-là aura, une fois les travaux réalisés, énormément besoin de maintenance et d'un suivi. Sont-ils bien conscients que ce suivi et cette maintenance vont peut-être s'avérer difficiles en allant faire les soins à l'étranger? Il faut informer la population. C'est aussi votre job. Oui. Oui. Vous êtes quand même responsable d'un syndicat professionnel qui s'appelle la CNSD, avec un magazine qui s'appelle Le Chirurgien Dentiste, CDF, dans lequel il y a toutes les semaines des publicités pour des prothèses chinoises. J'ai du mal à suivre votre discours, les deux parcours. Je me tourne vers la juriste qui va me confirmer le fait qu'on n'a pas le droit de refuser des espaces publicitaires. Premièrement. Deuxièmement. Attendez, excusez-moi. Chacun son métier, on dit souvent. Oui, chacun son métier. Je pense qu'il y a des chirurgiens dentistes, il y a des laboratoires, il y a des fabricants. Je pense que tout le monde a sa place dans ce secteur. Si vous continuez à faire le lit de ces gens-là, vous ne pouvez pas avoir ce double discours. Je pense qu'à un moment donné, des politiques, quels qu'ils soient, de n'importe quel syndicat qu'ils soient, doivent prendre sa responsabilité et dire stop. Si vous n'êtes pas capable de dire stop à ce genre de truc et à continuer à faire le lit, quand on voit tout à l'heure le catalogue de l'ADF, dans lequel on a une page derrière en quatrième de cours, un Innécor à 5 €, quand on sait qu'un laboratoire français met 35 minutes, un salarié met 35 minutes pour réaliser un Innécor à 5 €, vous croyez quoi, qu'on paye nos salariés avec des graines de riz? Je pense que quelque part, si vous voulez avoir un discours cohérent auprès du grand public et auprès des professionnels,
Il faut que vous preniez vos responsabilités, que vous signez des accords avec les laboratoires et que vous arrêtez ce genre de truc. Parce que sinon, vous n'êtes pas crédible. Bien. Vous voulez répondre ou pas? Non. 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 Bon. Bon. Non, mais voilà. Vous poserez une question tout à l'heure, pardon. Non, parce que on va poursuivre. Après, vous aurez tout le loisir de poser votre question, ne vous inquiétez pas. Moi, je voudrais poser, je me mets à la place, oui, tout à l'heure, parce que madame m'a posé une question, j'en suis persuadé, peut-être pas, oui, pas monsieur, non, bon, d'accord. Bon, j'aurai quelqu'un d'autre. Bon, c'est sur le même sujet. Mais peut-être que monsieur répondra, nous verrons bien. Mais je voudrais simplement, je me remets à la place du patient. On sait qu'il y a pas de renoncement aux soins dentaires dans ce pays. Est-ce que tous ces changements vont améliorer, justement, freiner ce renoncement aux soins, tous ces changements, à la fois qui interviennent le 1er janvier, puis la loi santé, puis tout ça, est-ce que, quoi que la loi santé ne veut pas dire, oui. Vous savez, on parle beaucoup de l'accès aux soins, c'est d'ailleurs le leitmotiv de tous les réseaux de soins qui se mettent en place pour dire que ça permettra justement de soigner la population française. Alors, on est quand même dans un pays où nous sommes à 98% de praticiens conventionnés, avec des tarifs conventionnels qui sont les plus bas d'Europe, il y a peut-être au Bangladesh qu'on trouve les plus bas que chez nous, et on s'aperçoit que les personnes les plus démunies bénéficient pour la plupart de ce qu'on appelle la couverture universelle, l'AME, l'ACS. Donc ces personnes-là, de toute façon, dans un cas alimentaire, seront reçues et seront soignées et n'auront pas à débourser de moins de 100 sous. Je ne vois pas comment on peut dire actuellement en France, les gens n'ont pas accès aux soins dentaires puisqu'en plus, ils auront une mutuelle obligatoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il faudrait vraiment que le patient ait plutôt la peur du dentiste pour ne pas y aller, qu'un problème de financement ou de renoncement aux soins. Je parle des soins, pas des prothèses. Je pense que les soins dentaires peuvent être réalisés dans des conditions, dans des cabinets libéraux, sans aucun problème. D'ailleurs, le code de déontologie nous oblige à soigner tout le monde, il n'y a pas de problème là-dessus. Nous acceptons de soigner tous les bénéficiaires de la CMU, de l'ACS et de l'AME, avec un tiers payant obligatoire. C'est quand même amusant, c'est que les praticiens le pratiquent déjà, mais pour des populations défavorisées ou démunies. Et ça, nous sommes prêts à le faire, et je peux vous dire que nos tarifs pour les CMU, et pas les AME, parce que les AME c'est que les soins, mais pour les prothèses en CMU, ce sont 40% inférieurs au tarif habituel du praticien. Demandez à un pompiste de vendre son essence 40% moins cher pour ces personnes démunies, demandez à n'importe qui de baisser 40% ses honoraires pour des personnes démunies. Nous, médecins, nous, professionnels de santé, nous le faisons sans rechigner depuis 1998. Et Jean-Jacques, pour terminer, je voudrais juste dire que depuis 1998, ces honoraires fixés et imposés par la loi, Martine Aubry, pour ne pas la citer, n'ont pas été réévalués depuis 1998. Ça, c'est la réalité. Vous êtes dans la même problématique que le médecin. Exactement. Mais on a un secteur 1 et un secteur 2. Mais ce secteur 1, sauf que est imposé, nous remplissons notre rôle de santé publique et personne ne va nous dire vous refusez l'accès aux soins. L'accès aux soins, je pense que tout le monde en bénéficie. Nathalie Bellet. Oui, je confirme que progressivement les couches légales ont ajouté de la garantie sur l'accès aux soins, c'est évident. Sur des populations vulnérables, plus d'autres mécanismes. C'est plus la peur du dentiste. Aujourd'hui, on ne peut pas dire vraiment qu'il y a un problème d'accès aux soins. Mais globalement, puisqu'on va achever cette première partie, globalement, est-ce qu'aujourd'hui on est dans la bonne direction ou pas? Est-ce que, franchement, je sens, j'ai l'impression, en vous écoutant, que tout le monde est très inquiet, qu'il y a vraiment, franchement, Nathalie Bastien. Enfin, moi, je dis surtout qu'il y a des nouvelles alliances. On voit bien ici qu'il y a des possibilités de se parler et de conventionner tout en tenant compte de vos valeurs, de vos règles. C'est possible. Voilà, c'est pas simple, mais c'est ça où ça sera pire. Donc, c'est surtout ça. C'est le concept de nouvelle alliance et de trouver le bon chemin et que chacun puisse arriver à protéger ses valeurs. On entend très bien que les chirurgiens dentistes en ont, mais les patients, les mutuelles, enfin, les payeurs, on ne peut pas nier que, heureusement qu'on a des payeurs pour permettre à cette population d'accéder à des soins. Les choses changent et il y a deux façons de voir les choses, où effectivement on décide d'être acteur et d'accompagner le changement, ou alors on laisse le changement se faire sans nous, et là c'est la loi du marché qui va s'imposer. C'est intéressant ce débat parce que je pense que tout repose là-dessus. Nous ne sommes pas contre des négociations avec des financeurs, puisque c'est eux qui vont financer le soin, on va dire, dans les années à venir, et c'est déjà le cas. Mais par contre, je pense que de demander à un praticien de donner une radio
à un financier pour que ce financier accepte ou pas le traitement, et que derrière le traitement, on redemande une radio pour rembourser le patient si le travail est bien fait, nous serons non plus contrôlés par des dentistes conseils de la sécurité sociale qui, eux, ont un objectif de santé publique, puisqu'ils ne sont pas rémunérés sur le nombre de couronnes ou de choses qui n'ont pas été faites. Par contre, le financier qui aura un contrôle sur les actes prothétiques et autres, à mon avis, ça posera problème au niveau de l'éthique et du secret médical. C'est là où le problème. Par contre, pour négocier avec vous des partenariats basés sur une revalorisation des soins qui feront diminuer le volume de prothèses, qui feront faire des économies à tout le monde, parce que si le soin était bien rémunéré, nous aurions une diminution du volume de prothèses en France, c'est une évidence. Mais est-ce que le patient sera au courant de tous ces contrats passés? Est-ce que le patient sera mis au courant? Est-ce qu'il y aura une transparence? Oui. Oui? Oui, je pense qu'il y aura une transparence. Dans les contrats, c'est transparent. Vous avez les astérix sur chaque contrat, vous avez une transparence totale. Vous parliez de la radio, c'est intéressant parce que ça, c'est typiquement quelque chose à laquelle je me suis opposée justement dans la construction du réseau. Et pourquoi j'ai pu m'y opposer? Parce que je suis chirurgien dentiste et que j'ai accepté de me mettre autour de la table. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et si on n'y est pas, c'est santé claire. Un dentiste consultant, ce n'est pas un expert, il n'a pas un diplôme universitaire d'expertise bucco-dentaire, ce n'est pas un dentiste conseil, et donc il n'aura pas le potentiel technique pour juger le travail d'un confrère à partir d'une radio panoramique imprimée sur une feuille A4. C'est des choses qui sont absolument aberrantes. On ne peut pas juger un travail sur une feuille papier. Il faut voir le patient. Quand on fait une expertise bucco-dentaire, on voit le patient au fauteuil, on lui fait ouvrir la bouche et on regarde ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. Mais je ne vois pas comment à partir d'une radio envoyée à des administratifs, et quelquefois c'est même des médecins généralistes, si je sentais clair, qui contrôlent, ce qu'on a vu à la télévision, c'est passé, vous avez un médecin généraliste, le docteur Cosna, pour ne pas le nommer, médecin généraliste, qui contrôle les implants dentaires réalisés dans le réseau Santé Claire. C'est une aberration. Il est clair que là, nous sommes tout à fait d'accord. De toute manière, d'exiger des pièces préservées, protégées par le secret médical à un patient, contrevient à au moins 2 lois. La loi Kouchner, qui interdit aux assureurs et aux personnes non habilitées de réclamer des pièces du dossier médical du patient. Donc, première chose. Et de la part du chirurgien dentiste, ça contrevient juste au code pénal, puisque le chirurgien dentiste qui donnerait directement, même avec l'accord du patient, une radio, c'est-à-dire un élément du dossier médical, se met en infraction avec le code pénal. Puni de 15 000 € d'amende et de 1 an d'emprisonnement. Donc il est hors de question. Ce n'est jamais demandé aux praticiens, la radio, ils savent très bien qu'il est interdit. Ils demandent aux patients. Après, le patient est otage, clairement. Et ben voilà, il faut le dire, le patient est otage. Combien de patients ont porté plainte contre leur complémentaire santé pour leur avoir demandé, en mettant sur la balance le remboursement en échange de radio? Combien de patients sont prêts à aller dans les tribunaux? Je peux te dire que dans mon cabinet, j'en essaie de pousser quelques-uns. Quel intérêt ils ont à aller dans les tribunaux pour juste ne pas donner une radio à un organisme financier? Soyons expliquer. J'allais le faire. Il va y avoir des images qui circulent et on est bien placé pour le savoir avec Condor. Professeur, donc, voilà, c'est peut-être intéressant jusqu'à maintenant. Parce que c'est un sujet dans lequel les chercheurs sont peu impliqués. Oui. Par contre, ils le sont au moment où ils décident de lancer une opération de recherche. Voilà. C'est-à-dire qu'ils veulent être sûrs que l'axe de recherche qu'ils vont suivre va apporter quelque chose au sens large à l'humanité. Et donc, les nouvelles technologies vont éroder d'ailleurs tous ces problèmes qui ont été évoqués. Mais bien sûr, oui, vous avez érodé et même les faire vieillir subitement. Oui, subitement. Franchement, parce que là, on regarde grâce à vous, entre autres, et tous les chercheurs, on regarde vraiment demain. Là, ce bouleversement est incroyable. Je me suis intéressé à ça, j'ai été frappé, et on s'y intéresse régulièrement sur l'antenne, dans d'autres domaines, et je suis frappé par cette révolution numérique. La révolution numérique dans votre métier, pour un praticien, ça ne doit pas être facile, non? En fait, il y a un coût. Oui, les machines ont un coût, les matériaux ont un coût, et si on veut conserver une certaine qualité, cette profession ne le considérera pas, il faut quand même
que les honoraires soient, avec taxe et mesure, fixés correctement. Alors il y a des études évidemment qui sont faites avant de se lancer dans des opérations de développement. On va dire qu'il y a un coût élevé sur une petite production de soins. Passez-moi l'expression de parler de production de soins, mais c'est un peu le langage que vous avez adopté. Et le coût, au contraire, décroît au-delà d'une certaine quantité de soins. C'est-à-dire, vous avez une courbe qui s'inverse. Et le soin est moins coûteux au-delà de, par exemple, si vous avez un système de CFAO, au-delà de la 20e couronne, vous vous rendez compte que la couronne à l'unité est moins chère. Il y a un autre élément qui est important, parce que vous avez parlé des exportations de prothèses. Les nouvelles technologies ont un avantage en soi qui est discutable en termes de salariés, de nombre de salariés, c'est que la part du coût de la prothèse est plus importante au niveau du hardware qu'au niveau de la partie salariale. C'est-à-dire, finalement, tout le monde va très rapidement payer la même chose, qu'il soit en Chine, en Albanie ou quelque chose, parce qu'il sera obligé de s'acheter une machine et la machine coûtera le même prix. Et le coût salarial, lui, va diminuer parce qu'il représentera une part tout à fait inférieure. Et c'est quand je dis on érode ces problèmes, c'est un élément. Est-ce qu'on rapatrie je me tourne. Michel. Oui, il y a un petit rapatriement qui se fait, mais qui est minime. Oui. Ce que je disais tout à l'heure, tant qu'on continuera à faire le lit de l'importation dans les salons ou dans les revues professionnelles, ça ne se fera pas. Et tout à l'heure, on parlait de transparence. La première transparence, c'est peut-être de savoir, parce que là on parle de mutuelle, on parle de cabinet dentaire, on parle de prothèses, les prothésistes et les 16 000 salariés que l'on représente, tous nos laboratoires, on est complètement oubliés. Quand la Sécu parle de tarifs, enfin, les mutuelles parlent de tarifs de prothèses, elle oublie juste qu'il y a un mec qui s'appelle le prothésiste et qui travaille. C'est pas nouveau. Oubliez, c'est pas nouveau. Il y a une loi sur la transparence. Il y a une loi qui s'appelle sur la transparence, dans laquelle on demande la loi impose aux praticiens de remettre un document de conformité avec le lieu d'origine de la fabrication. Ce document, il est quasiment foutu à la poubelle systématiquement quand il est remis aux patients. On fait la loi l'oblige, mais personne ne le fait. Personne ne le fait. Qui le fait? En 2013, on a eu un devis conventionnel qui a été imposé à toute la profession, qui, pour la première fois, on devait donner la provenance européenne ou non européenne de la prothèse, et pour la première fois, d'inclure le prix du laboratoire dans les charges du praticien. Parce que nous estimons que la transparence, ce n'est pas forcément de savoir le prix du dispositif médical du laboratoire, parce qu'on ne demande pas... Déjà, la transparence pour le patient, c'est de savoir d'où vient sa prothèse. Voilà, je pense que le plus important, c'est d'où elle vient et quelle est la marque pour les implants Oui, professeur. Oui, justement, les nouvelles technologies sont complètement ouvertes à la connaissance des gens, à la différence de ce qui se passait avant. Quand vous utilisez les nouvelles technologies, vous avez un suivi très précis de la réalisation de la presse prothétique qui va très loin. Parce que quand vous utilisez des techniques d'usinage, par exemple, le matériau qui sort du fabricant ne subit aucune transformation jusqu'à la bouche du patient. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, j'allais dire que l'apport est très très fort à ce niveau-là sur les nouvelles technologies. Et est-ce que ça va entraîner des économies? Bien sûr. Je ne connais pas un seul apport technologique qui n'a pas conduit en finale à une économie. À une économie. C'est évident. Une économie pour le système tout entier. Évidemment, parce que la maîtrise du coût conduit à l'économie. Bien sûr. Bien sûr. Mais ça, vous devez être très heureux, vous, chirurgien dentiste. Non? Moi, je vous avoue une chose, c'est que je préférais qu'on revalorise les soins, que l'on fasse des économies sur des procédés, certes, qui sont intéressants, qui ne sont pas applicables à toutes les dents. Je pense qu'il y a quand même des indications qui sont posées et d'autres indications qui ne sont peut-être pas adaptées actuellement on va dire, à la technologie du CFAO, puisqu'on parle de CFAO. Et donc, je pense que le prothésiste a encore un rôle important à jouer, ce qui me fera plaisir à mon côté, sur la qualité de la stratification d'une céramique. Quand on fait une couronne en céramique, le prothésiste a quand même une qualité
qu'il n'y aura pas une machine et qu'il n'y aura pas une assistante qui va maquiller, même un praticien. Non, mais d'accord, mais le patient, moi je pense au patient, il va plus mâcher de la pâte. Oui, mais Jean-Jacques, une dent qui ressemble à une dent de lapin aussi, ou non. Il faut quand même que ce soit esthétique. Oui, c'est une approche qui n'est pas inintéressante, mais en fait, comme je vous expliquais, si vous décidez d'aller à New York, vous n'allez pas prendre un avion, vous n'allez pas prendre une voiture. Il y a des indications. Mais c'est évident. Et puis, je vous promets quelque chose, c'est que le véritable artiste prothésiste restera et sera mis en valeur par ces nouvelles technologies. À l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui. Et quand on parle des prothèses qui sont faites en Chine, je sourirais sans doute, malheureusement je ne le verrai pas, mais il est évident que l'acte d'art prothétique sera beaucoup plus fort aujourd'hui. Et je vous garantis une chose, c'est qu'il ne faut jamais parier sur on va dire, sur la restriction de l'évolution technologique avec le temps. Parce que ce qui vous paraît impossible aujourd'hui, je vous promets quelque chose, dans 20 ans ce sera possible. On en parlait ce matin à l'ADF, au Congrès. On disait comment vois-tu l'avenir pour les prothésistes avec ce système de CFAO. Certains disaient qu'ils sont amenés à disparaître. Nous, on pense. Totalement faux. Totalement faux. Totalement faux. Nous, on pense qu'ils reviendront dans les cabinets. Mais totalement faux. Ils reviendront dans les cabinets. Quand on a sorti. Oui, les machines seront sophistiquées, mais il y aura toujours l'apport d'un prothésiste pour réaliser des couronnes, et je pense qu'ils reviendront dans les cabinets en tant que salariés. Il y a une mécanisation qui peut revenir dans les cabinets, mais le prothésiste va garder. Je vais vous donner un exemple. Il est évident. S'il vous plaît. Professeur. Je vous remercie. Il est évident qu'on peut déplacer une machine-outil pour certains actes dans un cabinet, mais il est évident que c'est le prothésiste qui la dirigera. Votre travail, c'est pas de faire de la prothèse, votre travail, c'est de faire du soin, c'est de faire du diagnostic de qualité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'est la part de ça? Elle est extrêmement réduite parce qu'on s'est transformé en véritable mécanicien de la bouche. Eh bien, ces machines vous permettent aujourd'hui de refaire votre travail. Enfin, notre travail. Aujourd'hui, le numérique, il est vraiment rentré dans les laboratoires. Aujourd'hui, 70% des laboratoires sont numérisés. Dans mon labo, nous avons 3 scanners, on a 4 machines outils. Il est impossible de réaliser une armature zircone de 10-12 éléments comme ça, sans la CFAO, sans la 3D. Ce sont des matériaux qu'on ne peut utiliser que via la CFAO. Réaliser des pieds implantaires, réaliser des guides chirurgicaux, tout le numérique, on est totalement dans le numérique. Et vous êtes nombreux ce soir, je vous invite à aller voir votre prothésiste. Certains, je suis sûr que la plupart ne sont pas allés voir leur prothé dans le labo, voir comment ils travaillaient depuis 10 ans. Allez le voir. Dites-moi, vous serez un jour, Michel, un robot va fabriquer une prothèse. C'est déjà le cas? Non, attention, non. Alors, non, c'est déjà le une cas partie ou pas? Non, mais là, on parle d'un élément qui est très connu dans le dentaire, qui s'appelle le système serré, équivalent aux États-Unis. Mais que ce soit tous les systèmes, c'est ce qu'on appelle le chairside. Le chairside aux États-Unis, c'est la dent réalisée en une séance, en monocouche, monotente. Ouais, ça existe. Ok, on peut comparer un Picasso avec un peintre en bâtiment, c'est pas la même chose, on est d'accord. Voilà, le professeur Duret l'a très bien dit un jour, si un praticien va acheter une bécane pour réaliser des provisoires, pourquoi pas? Mais d'ailleurs, quand j'exerçais dans mon cabinet, il y avait ce qu'on appelait les couronnes Lyon, c'est-à-dire c'était des couronnes qu'on faisait nous-mêmes, qu'on fait encore. Mais ça n'étonnait personne. La CFAO dans les cabinets ne remplace que certains actes qui n'étaient pas réalisés dans les laboratoires. Pour la plupart, j'entends, c'est les prothèses, les couronnes provisoires, c'est les... Professeur, et l'impression 3D? L'impression 3D, c'est un avenir énorme. C'est un avenir énorme. Et d'ailleurs, il y a eu une première génération, qui était la génération de caméras très coûteuses, qu'on a d'ailleurs lancé. Ce sont les Français qui ont inventé ça, la société Henson qui a lancé ça, qui a vu la machine la plus perfectionnée en la matière dans les années 90. Puis on a eu une espèce de reproduction de cette technologie jusqu'à aujourd'hui où apparaît une nouvelle génération de caméras et en gros on passe de 40-50 000 euros à 20 000 euros et sans doute moins. Pourquoi? Parce que maintenant les caméras de prise d'empreinte optique, c'est quoi?
quelques secondes, on va dire quelques dizaines de secondes pour prendre une empreinte, pas de passe, donc un confort pour le patient, et une transmission par Internet, pas de transmission, donc du coursier qui vient et qui l'apporte. Mais je crois qu'il vous avez sur l'impression. Sur l'impression d'elle-même. Le bibliothèque dentale, pour certains qui ne le savent peut-être pas, donc, est un des premiers groupes français à avoir investi il y a 10 ans dans certainement ce qui est une des plus belles sociétés aujourd'hui, et je suis fier d'annoncer, elle s'appelle Polychep, c'est une filiale de notre groupe et elle est spécialiste en impression 3D. Elle travaille dans différents secteurs, donc que ce soit l'industrie automobile, l'aérospatiale, l'aéronautique et bien évidemment le médical, où tous nos développements médicaux aujourd'hui tournent autour de cette technologie. Et donc pour répondre à Jean-Jacques, oui, aujourd'hui nous sommes capables d'imprimer en 3D des dents provisoires, c'est vrai, donc c'est évidemment la corollaire du développement Condor. Oui, nous pouvons affirmer aujourd'hui que nous pourrons imprimer des dents en 3D définitives d'une qualité extrême dans quelques mois, voire quelques années, mais ça ne passera jamais, ça ne sortira jamais des mains des prothésistes. Et ça, c'est fondamental ce que je dis. Nous avons une expertise aujourd'hui d'industriels et derrière, il y a des hommes de l'art, que ce soit les praticiens qui ont la responsabilité de ce qu'ils posent à l'intérieur de la bouche des patients et des prothésistes qui sont formés pour effectivement, en fait, ingénieurs, industriels, prothésistes et chirurgiens dentistes. On ne fait rien d'autre que mettre tout ça en commun. Et peut-être après. Vous allez accompagner. Bien sûr, mais il faut. Vous allez accompagner, vous le faites déjà. C'est des gens extrêmement passionnés. Ce progrès technologique, c'est une équipe, et on continuera de travailler avec les prothésistes, et je souhaite qu'on continue de travailler avec les prothésistes. Ils ne disparaîtront pas, fort heureusement, mais par contre, il y aura une évolution, et peut-être qu'on devra s'adapter aux nouvelles technologies, mais ils seront toujours les artisans qui travailleront en coopération avec le dentiste et qui amèneront leur touche que beaucoup de praticiens sont incapables de faire. Tout à fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre en place des systèmes qui soient différents, que ce soit avec les mutuelles, que ce soit avec vous. Je pense qu'il faut mettre en place des systèmes de collaboration, des contrats de collaboration aussi, entre laboratoires et chirurgiens dentistes, parce qu'aujourd'hui, les laboratoires investissent beaucoup plus qu'un cabinet. On a malheureusement quand même beaucoup de personnel, souvent beaucoup plus que dans un cabinet dentaire, parce que souvent on nous dit attention, à la fin du mois je dois payer mes charges, mais on lui dit attends, si tu savais le nombre de personnes qu'il y a derrière moi, je ne suis pas tout seul, plus les leasing des machines et tout, donc il faut arriver à mettre tout ça. C'est vrai que... Vous allez réduire votre personnel avec on ne réduit pas notre personnel, parce qu'on a aujourd'hui, nous, la prothèse dentaire, un problème de formation, parce que les jeunes prothésistes, on ne sait pas qui c'est. On parle de transparence, on ne nous connaît pas. On est inconnus. On est une profession dans l'ombre. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on rentre dans un laboratoire et quand on voit la technologie qu'il y a, les gens sont surpris. Et c'est vrai que les jeunes, ils connaissent leur dentiste, ils ne savent pas qu'il y a un prothésiste, ils ne vont pas faire cette formation-là. On a du mal à faire venir des jeunes dans nos secteurs. Alors pour revenir à l'impression 3D, moi à la base je suis en fait orthodontiste, ça fait 15 ans qu'on utilise à travers une technique de braquette individualisée en technique linguale qui s'appelle toujours Incognito, des imprimantes 3D qui nous font les maquettes des braquettes. Ça fait 15 ans qu'on met ça en bouche, ça a révolutionné complètement la technique linguale et ça a apporté un plus pour le praticien, pour le patient. Le problème c'est qu'il y a des robots qui sont mis en place. Il y a toujours l'intervention d'un prothésiste puisqu'il y a un stade de coulée en or, et ce sont des procédés un petit peu qui s'industrialisent et qui ne sont quasiment plus à la portée du prothésiste artisan. Alors, je ne parle là que de l'orthodontie, je ne parle pas de la couronne et de son esthétique. Mais beaucoup de professionnels, beaucoup de prothésistes ont pris le train en marche. On n'a pas entendu que les cabinets dentaires achètent des caméras, sinon on n'aurait toujours pas de machine. Nous, ça fait 10 ans qu'on est équipés en système d'usinage, en imprimante 3D aussi. On a une imprimante 3D depuis 10 ans. Les gens, quand ils arrivent au labo, qui voient une imprimante 3D, et oui, ça fait 10 ans qu'on s'en sert. On n'a même pas besoin de le dire. Et aujourd'hui, il faut savoir que 80% quasiment de vos prothèses sont réalisées via le 3D. À petite échelle, un morceau en 3D, mais le 3D est partout, dans les labos. Pour répondre à votre question, parce que vous disiez comment voyez-vous l'avenir, moi j'ai une vision qui est
pas forcément pessimiste, mais je voudrais quand même dire qu'on arrive, à mon avis, là, à la fin d'un système qui a perduré pendant une quarantaine d'années, qui était basé sur un désengagement progressif de l'assurance maladie, de la Sécu, qui a dit « je ne veux plus investir dans les soins prothétiques et dans l'orthodontie parce qu'il y a de l'innovation, ça me coûte trop cher. En contrepartie, pour que vous puissiez assurer vos missions et faire des actes de qualité et dans la sécurité, je vous donne l'autorisation de prendre des honoraires qui s'écartent des bases de remboursement. Et en contrepartie aussi, je n'accorde des revalorisations des soins conservateurs qu'au compte-gouttes, puisque de toute manière, nous disent nos pouvoirs publics, vous assurez l'équilibre de vos cabinets par la prothèse. Eh bien, ce système-là, je pense qu'il est en train de vivre ces dernières années. Donc, il va y avoir des modifications énormes. Pourquoi l'avoir questionné ce système-là pendant 40 ans? Parce qu'à l'époque, il a permis l'accès aux soins de la population et une relative prospérité des cabinets dentaires. Et que nous vivons dans un monde imparfait où on pense qu'un compromis, même pas terrible, même qui ne répond pas à toutes nos attentes, est meilleur que le vide. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le monde, il n'y a que 3 régulations possibles. La première, c'est par la loi, c'est l'État. La deuxième, c'est par le contrat, c'est-à-dire une personne morale, un syndicat, un groupement se met d'accord avec un autre parce qu'ils ont un intérêt commun, mais dès qu'on se met d'accord, on fait des compromis et on abandonne certaines de nos exigences. Et si on n'est pas capable de faire ça, la 3e régulation, c'est effectivement la loi du marché. C'est santé claire. Donc on pense qu'une convention, même pas idéale, c'est mieux que pas de convention du tout. D'ailleurs, vos adhérents, pour la plupart, sont conventionnés. J'ai, moi, dans mon conseil d'administration, un chirurgien dentiste qui n'est pas conventionné. On va pas lancer le débat syndical. On n'a jamais prôné le déconventionnement à notre syndicat. Bien sûr. Donc, ce que je voulais dire, c'est que s'il n'y a pas rapidement une négociation tripartite entre tous les acteurs, c'est-à-dire les chirurgiens dentistes, l'assurance maladie obligatoire qui doit être mise face à ses responsabilités, et les financeurs principaux maintenant qui sont la complémentaire. Les financeurs sont les citoyens. Les financiers, les financeurs, peu importe, qui pour l'instant ont le pouvoir, puisqu'ils financent une partie des soins, nous n'arriverons qu'au bout de notre impasse, et ça se terminera par la loi du marché, c'est-à-dire ces groupements, ces plateformes qui sont des plateformes commerciales, qui sont la mort de notre profession, la mort de notre éthique et la mort de nos valeurs. Et ça, il faut en être bien conscient. Bien. Moi, je voudrais terminer, avant de passer aux questions de la salle, je voudrais terminer avec vous, professeur, encore réfléchir à l'avenir, parce que j'aime bien, comme ça, voir un peu vers où nous nous dirigeons. Il va y avoir encore, on parle de pression 3D, CFAO, puis l'impression 3D. Quelle sera la prochaine étape maintenant ? La prochaine étape, ce sera la connaissance de l'intérieur du corps en même temps que l'extérieur. Ça va être ça la prochaine étape. Ouais. C'est-à-dire quand les praticiens vont travailler, ils verront l'intérieur comme ils verront l'extérieur. Voilà. C'est-à-dire la connaissance du corps sera totale. Et ça, ça sera la première chose qu'ils vont découvrir. La deuxième chose qu'ils vont découvrir, c'est l'empreinte optique en 1 seconde, peut-être moins. C'est la deuxième chose qu'ils vont découvrir. Voilà. Et puis, je voulais juste préciser quelque chose qui me paraît, c'est un appel, un appel à l'université. Vous expliquez que vous vous battez sur des principes qui, pour moi, et je ne vous en veux pas parce que je suis un confrère, ça me paraît complètement vieillot. Parce que le problème, il n'est plus du tout là. Vous n'avez pas compris que le problème, il est dans les nouvelles technologies. D'ailleurs, les prothésistes qui sont des chefs d'entreprise ont été obligés de le comprendre. Et aujourd'hui, plus de 60% des laboratoires sont équipés de CFAO. Et quelle est l'attitude des dentistes? Ah, mais je protège mon petit truc, je ne veux surtout pas changer mon alginate. Mon alginate, je veux bien le garder. Ça me fait du mal, vous ne pouvez pas savoir. Eh bien,
Eh bien, excusez-moi, vous savez combien de dentistes sont équipés de systèmes de prise d'empreinte optique en France? 3%. Je vous l'expliquais, on m'a quand même empêché de m'exprimer pendant 40 ans, maintenant on est face à une révolution. Elle a même été reconnue à Los Angeles, au Japon, et en France. Vous pouvez m'empêcher de parler, c'est votre problème, c'est plus le mien. Alors, je vais vous dire, le gros problème que vous ne comprenez pas, c'est que les nouvelles technologies, vous les cadrez sur le nombre de prothèses. Simplement, je vous rassure, il y a un mode d'amortissement, mais votre métier, c'est plus ça. L'empreinte optique, par exemple, elle vous amène un moyen de diagnostic extraordinaire que vous sous-estimez parce que vous êtes calé sur la rentabilité de vos produits. Je dois faire tant de prothèses pour rentabiliser. Alors, en vérité, c'est pas du tout ça. Il y a la notion de diagnostic qui devient énorme. Par exemple, combien aujourd'hui de personnes font des occlusions gnatologiques ou fonctionnalistes? Il y a longtemps qu'on ne le fait plus dans les cabinets parce qu'on n'a pas le temps. Eh bien, des méthodes optiques vous permettent de le faire en, allez, on va dire, en 10 secondes. C'est-à-dire, si vous connaissez vos théories d'occlusion, si vous respectez l'occlusion de vos patients, ces nouvelles technologies vous permettent d'avoir accès à ça. Elles vous laissent le temps, vous n'êtes plus obligé de monter des arcs faciaux, des trucs horribles. Alors, je veux bien qu'on me parle de la rentabilité, mais c'est vous qui parlez de la rentabilité, c'est pas moi. Mais laissez-moi vous exprimer aussi d'autres apports de l'empreinte optique. Bien, alors on va passer aux questions. Nous allons passer aux questions de la salle. Les micros sont là. Il y a madame qui boude impatience depuis un bon moment. Là. Je sens. Oui, allez. Non, moi je ne vais pas du tout être polémiste. Je vais essayer de recadrer certaines choses. Mais posez une question. Hein. Oui, non. Je voudrais des questions. Pour la compréhension de tous. Oui. Si on en est là aujourd'hui, ça c'est dur avec moi. Oui, mais non, mais oui, mais. Professeur Guéret, j'ai vu une de vos toutes premières conférences à Montrouge quand c'était votre femme qui était la cobaye pour une prémolaire inférieure gauche. Vous vous souvenez, en métal. Ça, c'est l'avantage des cheveux blancs. Elle est ici. A-t-elle toujours la dent en bouche Non, on l'a récupérée immédiatement pour la mettre au musée. D'accord. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Mais ça traduit aussi le fait, en ce qui me concerne moi, il y en a quelques autres dans la salle, hein, je n'ai pas ce privilège, qu'on a 30 ou 35 ans de pratique derrière soi. Et que, déjà il y a 35 ans, le système, je dirais, administrativo-financier, on va dire la Sécu, les assurances complémentaires, le système sur lequel on nous a fait travailler et penser, on nous a formaté, est pervers d'emblée. C'est-à-dire que, et là je voudrais, pour votre propre compréhension, Monsieur Bourdin, parce que sinon il y a des confusions sans cesse, parlons de traitement dentaire. Traitement dentaire, en gros, chez nous, ça se divise en deux grandes catégories. Les soins primaires, la prévention, le diagnostic, les soins de carie, les choses relativement simples. Et puis, lorsqu'il y a échec de ces thérapeutiques, ou qu'elles n'ont pas existé du tout, on aboutit au remplacement d'un organe ou d'une partie d'un organe, et c'est la prothèse dentaire. Donc, le système français est tellement pervers et a été, je dirais, enfoncé dans sa perversité par sa non-évolution. Et là, la Sécu et les syndicats signataires sont grandement responsables. On a ignoré ça. L'avenir de la dentisterie, c'est pas de faire de plus en plus de prothèses, c'est d'en faire de moins en moins. Déjà. Parce que un des grands progrès de la dentisterie, on le note au nombre d'extractions qui a considérablement diminué. Moi, quand j'ai commencé, on extrayait des 6, je dirais pas des molaires mandibulaires, je dirais pas à tour de bras, mais presque. Aujourd'hui, c'est rarissime qu'on extrait avant je ne sais quel âge du patient ce type de dents. Donc, toute la dentisterie, tous les progrès de la dentisterie sont orientés vers la moindre mutilation, la moindre perte d'organes et la moindre destruction. Mais le système dans lequel on vit et on nous enfonce, c'est que, eh bien, enfin, non pas bien remboursé, mais n'est comptabilisé dans les remboursements que ce qui détruit et jamais ce qui prévient. C'est-à-dire que la sécurité sociale, autrement dit, on prend des mesures quand la catastrophe est arrivée, mais on ne cherche pas à éviter la catastrophe. C'est très français. Et de recadrer ce point-là permet de comprendre aujourd'hui dans quel marasme on est. Après, je voulais faire une toute petite réflexion quand j'ai levé la main la première fois. Trouvez-vous normal, Monsieur Bourdin ou d'autres, qui ne sont peut-être pas dentistes, mais nous cotisons tous à la sécurité sociale, pour l'instant, puisqu'elle a le monopole, ou presque. Trouvez-vous normal qu'on rembourse des soins non urgents, alors des traitements, je veux dire des traitements non urgents, mais rémunérateurs pour ceux qui les font à l'étranger,
Hongrie, Maghreb, etc., je ne veux pas savoir, qu'on rembourse les patients Sécu plus mutuelle, comme si les patients s'étaient fait traiter en France. Quand on voyage, on a droit à des remboursements s'il y a une urgence médicale. Ok? Donc, ça veut dire que nous cotisons, nous tous, pour que des gens partent à l'étranger se faire soigner dans des pays où les coûts sont considérablement inférieurs, où il n'y a éventuellement pas de contrôle de qualité, donc certains pays, je ne critique pas les confrères qui travaillent ailleurs, et c'est la société française qui prend en charge, alors que le patient délibérément décide d'aller. Et donc il prive de travail la société française, on va revenir à Montebourg et à autres, on délocalise et en plus on rembourse la délocalisation. Est-ce normal? Donc on est dans des contradictions absolument épouvantables dans notre pays, avec des mensonges d'État dont vous, la presse, vous vous faites relais au sens large du terme, la plupart du temps. Non, si. Bah si, un dentiste c'est cher. Alors oui, un dentiste c'est cher. Une couronne dentaire c'est cher. C'est tout ce qu'on entend. Un journaliste qui dit mais c'est cher, est-ce que c'est bien remboursé? Quand j'ai commencé mon exercice... Moi j'ai des questions à vous poser à ce moment-là. Sur le comportement, sur la sécurité sociale, sur celui qui paie la sécurité sociale, c'est-à-dire tout citoyen aujourd'hui en France. Je vais prendre un seul exemple. Je vais sortir de la dentisterie quand même, parce que je veux bien qu'on accuse, mais il faut regarder, on paie tous les mêmes cotisations, les mêmes taux de cotisation. Pas tout à fait comme ça. Oui, non mais d'accord. Oui, non mais oui. Mais, pardon, mais celui qui est dans la Creuse, paie la sécurité sociale. Oui. Et il n'a pas de médecin spécialiste à moins de 50 km ou 100 km. Oui, mais ça, c'est l'État qui a créé la pénurie. Oui, non, mais c'est pas nous. Oui, d'accord. Est-ce normal? Eh bien, si on rémunérait mieux les médecins, il y en aurait beaucoup plus d'endroits. Parce que les médecins, ils vont là où il y a des clients qui vont pouvoir les payer. Est-ce que c'est vrai pour la dentisterie? Je ne sais pas, je ne connais pas. Oui, il y a une surpopulation dans les grandes régions PACA et Île-de-France. Oui. Mais... j'ai oublié, parce que j'avais quelque chose de très important à dire. Oui, prenons la dentisterie et le système CMU. Je voudrais dire un mot là-dessus. Pour nous, c'est triple peine. Je m'explique. Oui. Un patient CMU va dans une pharmacie ou chez un médecin traitant. Il va payer, ou la pharmacie va recevoir par le biais du tiers payé, on va dire, la même somme pour le même médicament qu'il va délivrer au patient CMU ou AMU. Chez le médecin, c'est pareil. Chez nos dentistes, on doit appliquer, pour ce qui est supposé faire vivre nos cabinets, des tarifs 40-50% inférieurs à ce qu'ils devraient être. C'est-à-dire qu'on paye en tant que citoyen, je dis bien citoyen, pour que les systèmes CMU d'aide aux démunis existent, on paye en tant que professionnel de santé dans nos cotisations sociales, et croyez-moi, elles ne sont pas mineures, en tant que travailleur indépendant, auxiliaire, maladie, machin truc, et on paye une troisième fois, et ça c'est seule notre profession qui est dans ce cas-là, pour soigner à perte et à grosse perte. Parce que quand on travaille à Paris, on a des coûts supérieurs à la Creuse, pardonnez-moi, et c'est le même tarif. Et on paye une troisième fois en tant que praticien pour soigner la population des hérités. Et on nous casse encore du sucre sur le dos, là-haut. Est-ce que c'est normal? Et on les soigne. Et c'est ceux qui nous manquent le plus de rendez-vous. Pourquoi ne crée-t-on pas un fichier des gens qui manquent les rendez-vous, comme il y a les gens qui font des chèques ou quoi? Bien, merci. Il y a beaucoup de choses à faire. Votre question a un peu duré, mais c'était très intéressant. Merci pour votre intervention. Alors, je voulais répondre très vite alors. Très vite. Sur la Creuse, parce que je rebondis sur cette intervention qui a quand même des choses importantes à dire. Si vous n'avez plus de chirurgien dentiste dans la Creuse, c'est que nous vivons effectivement sur un système qui a une dichotomie soins-prothèses qui ne respecte plus la réalité des coûts. Et c'est dans la Creuse, l'équilibre économique étant fabriqué, favorisé par des patients qui peuvent accéder aux prothèses ou aux soins non remboursables lors de nomenclature, et bien dans les banlieues déshéritées, dans les territoires déshérités, ces patients-là n'ont plus accès aux prothèses. Et s'ils n'ont plus accès aux prothèses, le dentiste... Le progrès technologique va pouvoir
changer tout ça. Non, pas du tout. Parce que les soins sont sous-valorisés et que votre cabinet dentaire dans la Creuse, il va mourir parce qu'il ne pourra pas survivre grâce à ce qui le fait vivre actuellement, c'est-à-dire la prothèse. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, ce n'est pas normal et je crois que là, il faut maintenant changer ce système. Et on parle de la numérisation, mais il y a aussi des progrès considérables sur les biomatériaux qu'on appelle des matériaux mimétiques qui vont éviter de délabrer les dents, qui vont être plus économes en termes de restauration dentaire, qui vont faire des soins plus durables, qui vont faire des économies à long terme sur les prothèses et sur les édentations, mais dans le court terme, le temps que ces innovations puissent trouver un financement, il va falloir qu'on se mette autour de la table et qu'on redistribue de l'argent qui était destiné aux prothèses et qu'on le rapatrie sur les soins, ça devient indispensable. Bien, question de la salle. Je voudrais question assez courte si possible et réponse. Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Raymond Bassine, en fait, nouvellement médecin. Je voudrais simplement en fait défendre le père de la CFAO, parce que je vois que tout à l'heure on me rentre dedans avec le numérique. Et justement, la Creuse peut être sauvée grâce au numérique. Parce que le pauvre dentiste qui est au bout de la Creuse, moi je viens d'investir dans les empreintes optiques, j'en ai acheté 8 récemment, ça a coûté un paquet d'argent, mais c'est extraordinaire. Parce que le type qui est dans la Creuse, lorsqu'il va prendre son empreinte optique, en un clic, il envoie au prothésiste qui peut même être à New York, en Chine ou à Paris. Et pour 0 € la recevoir, enfin, il paye bien entendu le coursier, mais justement ça va attirer vers lui plus de patientèle qui vont voir qu'ils reçoivent un extraordinaire travail, parce que une fois usinée, la prothèse est vraiment magique, hein, c'est pas comme, alors bien sûr accompagné d'un prothésiste, mais le dentiste de la Creuse va pouvoir avoir accès à la prothèse qui se fait dans le reste du monde grâce justement à l'empreinte numérique qui est extraordinaire. Et il faut voir aussi la précision du diagnostic qu'elle donne une fois réalisée. Voilà, je vous remercie. Oui, professeur. Je voudrais juste rebondir, en tout cas je remercie chaleureusement donc, mon confrère pour ce qu'il vient de dire, parce que quand on a été quand même soumis à une pression négative pendant 40 ans, on apprécie ce genre de témoignage, on reste sentimental et on apprécie. Je voudrais vous faire comprendre, enfin expliquer aussi à mes confrères, j'ai pris ma vie à mon métier parce que je l'aime, la dentisterie par la CFAO va amener une humanité, c'est une action humanitaire extrêmement importante. Et on a parlé de la Creuse, mais on pourrait parler des régions défavorisées. Vous ne vous imaginez pas la révolution que ça va apporter pour les contrées qui souffrent d'une sous-médicalisation. Or, c'est notre métier qui va apporter cet élément-là. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'une empreinte optique? C'est prendre l'image d'une partie du corps et de la transmettre quelque part où des gens ont la compétence. Et ça, c'est une force sur le plan de l'humanité qui est extrêmement importante. Je vous demande, plutôt que de parler de quantité de couronnes, de penser à ce caractère terriblement humanitaire qui est illustré au niveau de la Creuse, mais qui doit être beaucoup plus généralisé au niveau du monde. Bien. Question? Oui, monsieur. Oui, bonjour. Christophe Sirex, spécialiste CFAO, prothésiste dentaire. Je voulais juste apporter un témoignage sur la CFAO dentaire. Je pense que cette CFAO dentaire améliore énormément la qualité des soins des prothèses, la réalisation des prothèses. On a un laboratoire de prothèses dentaires, on a fait une étude sur la prothèse dentaire manuelle, parce qu'il y a des défauts de fabrication ou des défauts d'empreinte. Ça, on n'en parle jamais parce que c'est un coût énorme au niveau du cabinet dentaire et du laboratoire de prothèses dentaires. Et en CFAO, on refait 0,02%. Donc je pense que cette économie qu'on réalise au laboratoire et au cabinet dentaire paye simplement l'objet technique d'empreinte optique. Et ça, je crois qu'il faut qu'on en tienne compte aujourd'hui dans les investissements. C'est vrai que nous, laboratoire, on a énormément investi. Maintenant, c'est aux dentistes à investir pour économiser ces erreurs qu'ils peuvent faire tous les jours. Oui, Michel. Ouais, je voudrais rebondir. C'est vrai que on parle de rentabilité des machins et tout. Bon, pour moi, je trouve ça stupide. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les praticiens qui sont passés sur les caméras et qui nous envoient des fichiers, nous on l'a vu, ils ont fait un pas en avant.
parce que premièrement, leur parallélisme aujourd'hui est nickel, parce qu'automatiquement ils reprennent le travail, parce qu'ils s'en rendent compte systématiquement, et au bout de la journée, vous ne pouvez pas tout voir, il y a la fatigue visuelle qui est obligatoire. Là, sur un grand écran, vous y voyez quand même beaucoup plus de choses, et automatiquement, on reçoit de ces praticiens-là, rapidement et très rapidement, de meilleure taille, de meilleure préparation, et on va beaucoup plus loin dans l'esthétique avec ces gens-là. Ça, il faut quand même que vous en rendez compte. C'est un petit peu comme la cheerleader. Aujourd'hui, pourquoi la cheerleader? Parce que, ok, on peut se dire je suis le meilleur du monde et comme un cordobès, planter exactement là où je veux. Mais soyons bien clairs, la cheerleader nous fait faire un pas en avant énorme. La cheerleader, hein, ça nous fait faire un pas en avant énorme. Nous, les labos, aujourd'hui, quand on numérise vos modèles ou vos empreintes directement, on voit les défauts. On prend avec tact et mesure en fonction des praticiens pour leur faire savoir, pour leur envoyer une petite photo, en leur disant est-ce que tu pourrais pas reprendre et tout ça. C'est malheureusement une perte de temps pour vous. Aujourd'hui, un fauteuil, ça coûte cher. Il faut quand même reconnaître que le plateau technique est quand même onéreux. On ne parle pas de rentabilité. C'est pas une question de rentabilité. Le plateau technique a un coût. Hein. Le patient, ça le fait... Ça nuit à son rapport de revenir plusieurs fois. Avec ça, vous pouvez vraiment faire un pas. Bien, question? Oui. Question pour madame. Entre Harmonie Mutuelle et Calivia, est-ce que vous êtes partenaire? Et la première chose. La deuxième chose, c'est quand je vois le nombre de pubs qu'il y a actuellement pour les complémentaires, les surcomplémentaires, ça interpelle même les patients. Déjà, comme ça. Et est-ce que l'intérêt de la mutuelle est le même que celui du patient? Voilà. Alors, je voudrais savoir votre lien avec Calivia et Harmonie. Et la deuxième chose, j'ai regardé la charte de Calivia, et quand vous disiez pour les radios, ils ont, soi-disant, leur dentiste expert, ils demandent les radios, et ils demandent les radios après le traitement aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai entendu quelque chose, ce que vous avez dit, j'ai pas très bien compris. Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Alors, la première question, c'est effectivement le conventionnement Calivia, c'est un conventionnement Harmonie Mutuelle et Malakoff Médéric. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est pas... Enfin, c'était... Communication des mutuelles en ce moment, est-ce qu'on peut savoir? Parce que ça représente. Alors ça, je peux absolument pas vous dire, j'ai aucune idée de ce que ça représente. Est-ce que M. Bourdin peut le savoir dans les médias? Non, je ne sais pas du tout. Je ne peux pas vous dire, mais je sais qu'effectivement, il y a... Oui? Non. On sait qu'en règle générale, les frais de gestion, entre guillemets, de la sécurité sociale sont de 5% par rapport aux cotisations. Bien évidemment, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas des courses autour du monde avec des voiliers, il n'y a pas des stades alliances, il n'y a pas enfin, tout ça. Nous le retrouvons chez les complémentaires santé, mutuelles, assureurs, ainsi de prévoyance. Et nous savons que la moyenne, je ne parle pas uniquement d'Harmonie Mutuelle ou de Malakoff, la moyenne des frais de gestion est de 20 à 25%. Ce qui veut dire que dans une cotisation de 100 € par mois d'un patient, il y a 25 € qui partent dans des frais de gestion, sachant que la Sécu a besoin de 5 € pour gérer le même patient. On est heureux d'apprendre que la Sécu gère bien ce soir. Ça, c'est une grande découverte. Il faut faire attention avec les études. Non, c'est pas la Sécu qui gère bien, ce sont les mutuelles et les assureurs qui vivent bien. Ils sont pas tout à fait pareil en concurrence et c'est normal qu'il y ait la publicité. Après, est-ce qu'on a besoin d'avoir un stade à Bordeaux, à Nice, avec le nom d'une mutuelle qui va coûter des millions? Est-ce qu'on a besoin d'une course autour du monde? Est-ce qu'on a besoin de publicité dans des créneaux horaires avant chaque émission sur TF1 ou d'autres chaînes, on va dire, plus connues? Et je pense que ces budgets-là, peut-être, seraient mieux utilisés si on mettait un petit peu plus de remboursement sur les soins dentaires, et non pas sur les prothèses, mais sur les soins dentaires, pour éviter justement d'avoir à faire des prothèses plus tard. Tout à l'heure, je ne peux absolument pas vous répondre là-dessus, parce que j'ai aucune idée du budget d'Harmonie. Harmonie, c'est un groupe. Moi, je suis sur l'offre de soins, je ne suis pas du tout du côté mutuel, donc je n'ai aucune idée de ce que ça représente. Bien. Si on va sur la problématique de frais, on peut tous faire ça. Hein. Moi, je peux dire que les 15% de mon budget marketing, je les supprime. Je diminue de 15% le prix de mes implants et on est certain que les chirurgiens dentistes vont venir acheter nos implants et nos produits.
Et donc je crois que la problématique des mutuelles et des assurances privées, dans la mesure où le système, et c'est une loi, on dit vous avez le droit de choisir, et il n'y a plus de contrat groupe, donc, puisqu'à partir du 1er janvier 2016, les mutuelles sont en concurrence, hein, avec les assureurs privés, avec les caisses de prévoyance, etc. Ben donc forcément, ça crée, je veux dire, c'est un législateur au-dessus qui a fixé les règles du jeu. Donc, et pour ces règles-là, ben, on va aller chercher qui rembourse le mieux, effectivement, la couronne, qui fait des pubs sur le stade, c'est le système qui veut ça. Non mais c'est le système. Mais après, sur le fond, moi je suis d'accord avec vous, bien évidemment. On ne pouvait pas qu'il y ait une surenchère de publicité pour justement orienter les adhérents vers tel ou tel type mutuelle. Et ces mutuelles sont de plus en plus nombreuses au détriment, je pense, des remboursements qui, eux, n'ont pas évolué depuis fort longtemps. Les contrats de mes patients d'il y a 20 ans, ce sont les mêmes en pourcentage de remboursement sur la protection. Bien. Question? Oui, monsieur. Précisément, j'ai une question à poser aux mutuelles. Je m'excuse, madame, mais c'est encore une question qui s'adresse à vous. Quand est-ce que vous allez changer de logiciel et que vous allez enfin rembourser les actes qui sont prothétiques ou de soins conservateurs sur leur base réelle? Parce que de faire des pourcentages sur rien du tout, ça fait toujours pas grand-chose. 200% de 0, ça fait 0, 200% de 1, ça fait 200, et vous exprimez vos contrats toujours en pourcentage par rapport à cette base de sécurité sociale qu'on reconnaît comme désuète. Donc quand est-ce que vous allez, vous, faire l'effort de changer ce logiciel et l'harmoniser de façon à ce que ce soit plus clair pour le consommateur? Une fois de plus, je me répète, moi je suis pas du côté, c'est pas moi qui ai choisi le logiciel de la mutuelle et j'ai rien à voir avec ça, donc je ne peux pas vous répondre. Pourquoi ça s'exprime comme ça? Parce que c'était effectivement une règle d'exprimer par rapport au remboursement RO. Il y a de plus en plus, je sais, mais je le sais comme ça, qu'il y a de plus en plus de mutuelles qui ont des notions de forfait, voilà exactement, qui évoluent vers ça. Petit à petit, je pense qu'effectivement, ça n'a plus aucun sens, je suis d'accord avec vous, et qu'on évoluera vers ce type de garantie. Maintenant, je ne suis pas actuaire chez Harmonie Mutuelle. Hein, non, mais c'est pas d'être actuaire, c'est simplement d'avoir la vraie valeur des choses, et la vraie valeur, aujourd'hui, vous l'avez grâce à l'effort qu'ont fait les chirurgiens dentistes, c'est-à-dire de passer dans une classification commune des actes médicaux qui donne un prix, normalement, à chaque acte. Donc, à partir du moment où nous avons fait l'effort de passer à cette classification commune des actes médicaux, il va falloir enfin avoir des vrais tarifs de référence pour permettre aux assurés d'être mieux remboursés. Mais ça va se faire. Après, il y a un nombre incalculable de contrats, donc je pense que ça va évoluer dans ce sens, c'est clair. Mais une fois de plus, il va falloir se mettre autour de la table et leur apporter effectivement notre expertise à ce niveau-là. Il y a combien, oui, on va conclure. Il y a combien de mutuelles et d'assureurs privés? 700 à peu près en France, hein? Ouais, 680, 480, plus que ça. Bien, madame, vous voulez poser une question depuis bien longtemps là-bas. Alors allez-y. Merci beaucoup. Alors, juste tout d'abord, et je vais poser ma question en suivant, mais c'est important, je pense, pour la salle, d'éclaircir des termes. Pour moi, ce n'est pas 4 millions de salariés qui vont bénéficier d'une complémentaire. La plupart de ces 4 millions ont déjà une mutuelle, une complémentaire santé, mais par contre, elle va être imposée. Donc, ils perdent la liberté de choisir parce qu'elle va être imposée. Mais non. Si, ils perdent puisque c'est leur employeur qui va décider pour eux de la mutuelle. Mais non. C'est le premier. Deuxièmement, on parle, je voudrais terminer, s'il vous plaît, et après vous allez pouvoir répondre. On parle de financeurs. Les financeurs sont ceux qui payent toutes les cotisations, qu'elles soient au niveau de la sécurité sociale ou du tiers payant. Les financiers, par contre, sont ceux qui récupèrent cet argent, et c'est pas eux qui vont payer les soins, c'est eux qui vont redistribuer les soins. Et l'ANI, moi, là, c'est une question donc, par rapport à la mutuelle, c'est que la loi, aujourd'hui, n'impose en rien, justement, de redistribuer tout l'argent qui va être récolté grâce, ou à cause, en tout cas, à mon sens, de l'ANI, de redistribuer réellement dans les soins. Par contre, ils vont récupérer de l'argent. Comment faire, puisqu'on est tous embarqués pour essayer de sauver justement un système qu'on voudrait bien être solidaire et qui justement est en train de prendre tout l'inverse d'un système solidaire auquel je pense tous les Français sont pourtant très attachés. Comment faire pour que tout l'argent qui est une manne providentielle récupérée à travers l'ANI va être redistribué dans le secteur du soin? Qui vous répond?
à cette question. Je sens une certaine hésitation ici même, mais enfin, moi, pour avoir participé à quelques réunions où le ministère nous a conviés pour au moins qu'on écoute notre avis, ou tout au moins qu'on écoute les autres, moi, pour vous répondre très clairement, je pense que l'étape suivante, c'est que l'État va se désengager complètement de la manne qui a été donnée, entre guillemets, par cette loi, donc aux mutuelles, aux caisses d'assurance privée, aux instituts de prévoyance. Et je pense que ce sera un désengagement supplémentaire de la part de l'État. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Parce qu'on ne peut pas d'un côté dire, ben voilà, en gros, je te donne ces nouvelles cotisations, donc qui sont estimées aujourd'hui. Hein. Mais je ne vais pas parler d'argent parce qu'autrement, on va me traiter aussi de financier. Mais donc, c'est beaucoup d'argent, hein, ces contrats. Et donc, la contrepartie de ça, c'est que je suppose que la sécurité sociale va encore se désengager d'un cran en disant aux mutuelles et aux instituts de prévoyance gérer. Hein. Donc, si ça peut répondre à votre question. Eh bien, donc ce sera, ce sera les mutuelles ou ceux qui encaisseront, qui auront la responsabilité de le redistribuer. Non, tout à fait. Ouais. Bon, on va prendre une ou deux questions encore et puis on va arrêter parce qu'il est déjà 21h40. Oui, qui voudrait parler là? Allez-y, monsieur. Allô, ouais, bonsoir. Allez-y. Docteur Chaouli, j'ai eu l'occasion de travailler dans un centre Harmonie. Madame Sharp se souvient de moi, puisque ça a été un peu bruyant pendant 2 ans et demi, mais il y a une clause de loyauté qui ne me permettra pas de parler de ce que j'ai vécu. Oui, ça ne va pas intéresser. Voilà, mais... interne. Là, aujourd'hui, je compte créer mon cabinet, donc je suis venu à l'ADF pour regarder un peu ce qui se passe. La CFAO, ce sont des choses... ça fait partie des choses formidables qui vont permettre d'augmenter effectivement, je pense aussi, la qualité des soins. Et donc voilà, maintenant, dire qu'il est stupide de parler de rentabilité, non, on est bien aujourd'hui obligé de parler de rentabilité quand on doit acheter un thermodésinfecteur qui vaut 12 000 €, un lave-vaisselle qui vaut 12 000 €, donc là, je ne parle pas de l'investissement, enfin voilà. Et donc, moi, ce soir-là, c'était la question, c'était comment peut-on faire une qualité des soins en France? Est-ce qu'on, tout bonnement, la question que j'aimerais poser, parce que on doit, selon le code de déontologie, être conforme aux données acquises de la science, et aujourd'hui la CNSD parle de vaut mieux un mauvais compromis que... enfin voilà, et donc la nouvelle CCM, j'ai été très déçu, il a fallu 18 ans pour que cette CCM ait été réalisée, et au final, là où j'étais très déçu, c'est que c'est toujours les mêmes tarifs avec des codes différents, en plus compliqué, pour résumer, c'est-à-dire au lieu de 3 lettres, il y en a une à 6, avec 3 chiffres en plus, mais toujours les mêmes tarifs, alors que est super loin de la réalité des soins. Donc ma question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas supprimer tout simplement ce système-là, et passer à un système vraiment purement libéral, où les gens seraient remboursés en fonction de la vraie valeur des soins. Et je rejoins ce que disait mon confrère tout à l'heure en disant la vraie valeur des soins, c'est-à-dire ça vaut le temps. Expliquer aux patients, ça vaut le temps, et puis peu importe quel que soit le remboursement. Enfin voilà, merci. Bien. Et qui va répondre? Allez, vous répondez, puis il y aura une dernière question de 3. Allez-y. Alors, je comprends la question, mais il faut quand même savoir, on est des professionnels de santé médicaux, c'est-à-dire qu'on est là pour soigner, pour soulager l'ensemble de la population sans discrimination. Que les actes aient un coût, ok, mais le système que vous me proposez là permettra à 10% des chirurgiens dentistes de très bien soigner 10% de la population. Sur le plan éthique, ça me pose un problème. Et donc, j'ai quand même envie de négocier jusqu'au bout pour qu'on me donne les possibilités que nous, chirurgiens dentistes professionnels de santé, puissions assumer nos missions dans les meilleures conditions possibles. Ce n'est pas facile. Nous avons en face un gouvernement, des pouvoirs publics pour lesquels la santé bucco-dentaire n'est pas une priorité. C'est un choix politique. Il n'y a pas qu'un problème de budget. Bien sûr, il y a un problème de budget. La situation économique, tout le monde la connaît bien, mais ça n'empêche pas de tout d'un coup rembourser certains médicaments contre l'hépatite C à 41 000 € le traitement, la dialyse à 89 000 €. Donc, ce système que vous me proposez là, c'est la porte ouverte à la loi du marché.
Il faut continuer de négocier. Simplement, la différence, c'est qu'au lieu de négocier avec l'assurance maladie uniquement, et je le regrette parce que l'assurance maladie était un assureur qui effectivement avait des frais de gestion qui étaient bas par rapport aux autres. Donc je regrette cette situation, mais elle est comme ça, on fait avec. On a des patients. Allez, on va prendre une dernière question. Non, je n'ai pas engagé le débat, parce que sinon on ne peut plus. Excusez-moi, M. Bourdin, si quand même. Oui. Face à un patient, on a des patients qui sont consuméristes. Et comme Edmond Binas le dit si bien, là, on est en concurrence face à des gens qui achètent des écrans de télé, des voyages, enfin, nos concurrents. Et nous devons convaincre le patient de mettre de l'argent dans sa bouche, de faire des soins de qualité qui ont un certain coût. Donc à nous de bien leur expliquer. Donc quand vous dites 10% des dentistes vont soigner que 10% de la population, croyez-moi, je suis bien placé pour savoir que ce n'est pas ceux qui en ont le plus qui vont mettre Et inversement, des gens qui sont souvent démunis vont comprendre qu'il faut mettre de l'argent et vont faire des sacrifices pour réaliser certains soins. Il y a de la place pour tout le monde. Ceux qui veulent zéro, ça veut dire un reste à charge de zéro, il y a la place pour les mutuelles. Vous voulez en venir où là? On parle de qualité des soins, M. Bourdin. Je suis complètement d'accord. Non, mais concluez alors. Il y a de la place pour tout le monde, que les patients, pour moi, comment je vois les choses, il y a les patients qui veulent avoir zéro reste à charge, ils iront voir nos amis Harmonie, et nous, en libéral, c'est à nous de proposer une qualité de soins digne de ce nom, et voilà, et dans ce cas-là, moi, je suis tout à fait disposé à déconventionner. Bon. Alors, juste vite, et puis la dernière question, attendez. Si je peux répondre à ta conclusion, ou on fait les conclusions, c'est qu'il faut croire que dans d'autres pays où la sécurité sociale n'existe pas, il faut croire que 10% de la population est bien soignée, 90% est mal soignée. C'est ça qu'il faut comprendre, ce qui paraît quand même aberrant. Ça veut dire que dans des pays scandinaves, où il y a de la prévention, où les remboursements sont en fonction de l'assiduité du patient, c'est-à-dire que si le patient vient une fois par an, il est remboursé à 100%, s'il vient une fois tous les 5 ans, il est remboursé à 50%. Ce système-là qui est mis en place dans les pays scandinaves, personne n'en parle autour de la table. Enfin, quand je dis autour de la table, c'est les syndicats, les mutuelles et les acteurs de la profession. Nous, on en parle quand on rencontre tous les acteurs. Mais pour l'instant, on nous explique qu'en France, c'est difficile de rembourser moins. Bref, on le fait quand même pour des réseaux. Pourquoi ne le ferait-on pas pour des gens qui soient enfin responsabilisés? Deuxième point, je pense qu'on peut très bien soigner des gens en France avec des techniques modernes. Ces gens-là, s'ils ont envie d'être bien soignés, eh bien, ils peuvent mettre le prix pour se faire bien soigner. Ça ne sera pas 10%, parce que ça voudrait dire que dans les autres pays, tout le monde est mal soigné, ce qui est une hérésie. C'est de dire ça, c'est quelque chose. Ça me choque que tu dises que dans d'autres pays où il n'y a pas de sécurité sociale, les gens sont mal soignés parce qu'ils ne mettent pas de l'argent pour se faire bien soigner. Mais ne reprenons pas le débat. Je pense que là, les soins sont mal rémunérés en France. On a 10 milliards de déficit à la sécurité sociale. Je ne vois pas comment, pendant 30 ans, où les caisses de la Sécu pouvaient revaloriser les soins, ça n'a pas été fait. Je ne vois pas comment en 2015, avec 10 milliards de déficit, on va enfin grappiller quelques clopinettes sur des soins. Donc il faut un moment de se regarder dans la glace et se dire voilà. Bien. Dernière, merci pour cette conclusion. Madame, dernière question. Voilà. Dernière question. Allez-y. Alors, je voulais dire aux gens ce soir que j'ai la chance de vivre une vraie révolution numérique dans mon métier. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui ont la chance de vivre ça. On est à l'aube de quelque chose de fantastique. La seule chose, c'est qu'on est schizophrène. Et est-ce que vous me permettez d'être schizophrène? Est-ce que vous me permettez de faire de la CFAO, de faire une dentisterie magnifique avec des prothésistes magnifiques, et que j'adore, je m'éclate, et puis en même temps de faire des soins à bas coût, et puis voilà. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai une dentisterie à 2 vitesses. Je soigne les gens qui peuvent, eh bien, à la Sécu, et qui veulent, et ceux qui veulent, je les soigne différemment. Donc, du moment que vous me permettez de faire ça, je le fais. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est possible de continuer? Je ne sais pas. Il y a aussi quelque chose que je voulais dire, c'est qu'on parle de la population. La population aujourd'hui française, et pas anglo-saxonne, mais française, n'est pas du tout éduquée. Quand aujourd'hui on parle de cabinet dentaire, on parle de charges, nous, on parle de soignants, on parle de charges, mais eux ce qu'ils veulent voir, c'est comme ce matin, ce que j'ai entendu à la radio. Super, aujourd'hui quand vous allez aller chez le dentiste, vous aurez la CFAO, on vous fera une anesthésie super, on vous même un antidote pour l'anesthésie, et puis on vous prendra une empreinte numérique et tout, et on balance ça à des gens qui se disent « Chouette, je vais faire ça chez mon dentiste ».
Mais le coût de tout ça, personne n'en parle. Donc, moi, je suis devenue schizophrène. Moi, je propose tout, comme la loi me l'impose. Je propose du gradient thérapeutique, et puis je laisse le choix aux patients. Bien. Et des fois, ça me fait mal. Bien, eh bien merci.